Si vous pensez que ce podcast est d'utilité publique, qu'il a sa valeur, qu'il vous apporte et qu'il est important, je vous invite à contribuer à son développement. C'est pour cela que j'ai lancé une cagnotte Tipeee, une cagnotte participative, afin de m'aider financièrement à développer, à faire grandir et pouvoir toujours et plus encore peut-être vous partager des parcours dans mon chemin. Pour cela, vous pouvez aller en description de ce podcast ou sur le site domamom.fr et venir participer à hauteur de vos moyens, de vos envies. En tout cas, je vous en exprimerai toute ma gratitude d'avance. Place à l'épisode. Bienvenue sur Domahome. Dans ce podcast, je donne la parole à des hommes qui, de leur sensibilité, s'expriment dans le monde d'aujourd'hui. Je m'appelle Loïc Gernot et 2 fois par mois, je vous invite à la rencontre de personnalités inspirantes qui nous amènent à porter un nouveau regard sur le masculin. Démystifier le chamanisme. Voici l'une des missions de Guillaume Zender, fondateur de la chaîne Chamanisme Intégratif. En tant que praticien, il nous partage ses connaissances et sa vision sur le sujet, expliquant comment il rend les pratiques chamaniques accessibles à tous afin de favoriser une autonomie spirituelle. Il met également en avant l'importance de comprendre notre système nerveux et d'utiliser des outils tels que le breathwork pour libérer les énergies de survie cristallisées dans notre corps, contribuant ainsi à la guérison des traumatismes engendrés par notre société moderne. Enfin, Guillaume évoque comment son lien avec la nature a influencé sa sensibilité et son intérêt pour les énergies invisibles dès son plus jeune âge, façonnant ainsi son parcours d'homme et sa masculinité. Bon voyage et bonne écoute. Bonjour Guillaume. Salut Loïc. Bienvenue dans ce podcast. Merci de m'accueillir. Comment vas-tu? Comment tu te sens? Avec quoi tu arrives? Je vais super bien. J'ai beaucoup d'enthousiasme à l'idée d'avoir cette conversation avec toi. Beaucoup d'enthousiasme de faire ce podcast. Ouais. Je trouve que c'est beau. Je trouve que c'est important. Ce que tu proposes. Merci, ça me touche. Et écoute, moi j'arrive, j'avais un peu la tête dans le comment on dit, mais le fait d'avoir connecté avec toi une dizaine de minutes avant, ça fait du bien. Et je suis du coup en joie de t'accueillir et de passer ce moment avec toi. Comment tu te présentes au monde, Guillaume? La façon de me présenter, c'est en général, je dis que je suis praticien en chamanisme. Non pas chaman, c'est un truc c'est important pour moi parce que je sais pas pourquoi, mais les gens dès que on parle de chamanisme et qu'on pratique le chamanisme, le mot qui vient c'est le mot chaman. Donc moi je suis pas chaman, je suis praticien en chamanisme, je pratique des techniques chamaniques et donc praticien en chamanisme informé trauma. C'est ce que j'aime le plus faire, c'est ce que je vibre, c'est ce de quoi je me nourris le plus. Donc, ouais, voilà, en 2 mots. Alors, je sais pas si on peut parler de marque, mais t'as créé un Insta, un site qui s'appelle Chamanisme Intégratif. C'est quoi l'histoire un peu de t'as quasiment 300 000 followers aujourd'hui, c'est quand même pas mal, même si ça, des fois, ça veut plus dire grand chose, mais ça fait quoi d'être, alors peut-être pas influenceur, inspirateur? Ça me fait toujours bizarre de ce mot influenceur. Et oui, c'est vrai que j'ai pas mal de followers, ce qui est assez impressionnant pour moi. Mais ouais, c'est beau. J'en reviens pas en fait que j'en suis jamais revenu. J'ai toujours cru que mon message, justement, parce qu'il y avait le mot chamanisme dedans, ça allait être très niche, très spécifique, que ça allait parler à pas grand monde en fait, que les gens qui sont assez branchés sur ces pratiques-là. Donc ça a été une énorme surprise de voir l'engouement en fait des gens autour de mon contenu. Et c'est toujours une grande surprise.
Et en même temps, je me dis, waouh, ça veut dire qu'en fait, quand même, effectivement, ça parle ce que j'apporte, quoi, ce que j'amène, qui est un peu différent de ce qui s'est fait jusque-là, je trouve. C'est assez différent, ouais. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai pas vu beaucoup. Ouais. Tu l'as lancé comment ça a pris tout ça? Donc, en fait, j'ai donc été toujours absolument obsédé par la spiritualité, les pratiques spirituelles en lien avec la nature, la guérison, etc. Depuis très très tôt. Hein. J'ai vraiment commencé très très jeune. Et en fait, maintenant, je pense voir que ce qui m'a amené à avoir autant d'intérêt pour toutes ces pratiques-là, c'est parce que j'ai toujours eu une espèce de mal-être à l'intérieur de moi, que plus tard j'ai nommé l'anxiété, qu'avant je savais pas vraiment nommer. C'était juste un mal-être et je savais que j'étais pas bien dans mon corps, quoi. Et donc, je cherchais un peu une solution, une salvation dans ces méthodes-là. Et ce qui m'a séduit le plus, c'est vrai que ce sont les pratiques chamaniques, que j'ai pratiquées plus de 15 ans, jusqu'à un point, en fait, où je me disais, bah, en fait, il y a toujours mon anxiété. C'est toujours là. Ouais. Et il y a eu un événement, c'était une rupture amoureuse, en fait, qui s'est passée dans ma vie, où, en fait, des crises d'angoisse sont revenues encore de plus belle. Et là, je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas dans mes pratiques, il y a un truc qui va pas dans mes outils, parce que elles me soulagent superficiellement, temporairement, mais en fait, la problématique que j'ai depuis le début de ce chemin de guérison, en fait, elle est toujours là. Et donc, je me suis dit, il y a un truc que tu fais qui va pas, ou il y a un manque dans ce que tu fais. Et en fait, c'est ça qui m'a amené sur le chemin du système nerveux des traumas. Et parce que, en fait, dans l'anxiété, il y a une partie très somatique, très physiologique, très corporelle. Et maintenant, c'est un petit peu plus popularisé, mais à l'époque où moi je m'y intéressais, ça commençait à peine. Mais c'est vrai que quand je commençais à faire des recherches sur l'anxiété, ça m'a amené sur les travaux du docteur Peter Levine, qui montre vraiment, c'est que l'anxiété, c'est lié à une activation du système nerveux, à des soucis au niveau du système nerveux. Et lui propose toute une méthode donc pour agir sur le système nerveux. Et j'ai commencé à explorer tout ça et j'ai vraiment commencé à sentir la différence. Et ça m'a montré que mes outils chamaniques et toutes mes pratiques que je faisais avant, en fait, c'était plus des soulagements, des espaces où je pouvais éviter en fait cet inconfort que une vraie solution pour la racine du problème. Ce qui, pour moi, c'était impossible de dire qu'il fallait les jeter à la poubelle parce qu'elles m'ont quand même beaucoup trop apporté. Mais en fait, c'est là que je me suis aperçu que mon corps, et maintenant je pense que c'est valable pour les corps occidentaux, qui sont des corps très traumatisés, mais mon corps c'est un corps traumatisé. Pour ces corps-là, les pratiques chamaniques seules, telles qu'elles sont enseignées par les traditions ancestrales, qui vivent en contact avec la nature, qui vivent dans la nature, qui sont baignées par toutes ces pratiques de guérison, de connexion avec leur corps et leurs émotions, de façon naturelle dans les communautés, dans ce cadre dans lequel ils vivent. Elles ont pas besoin de tout ça. Les pratiques chamaniques telles qu'ils les ont, ça fonctionne. Et pour des corps comme les nôtres, les corps traumatisés, avec des systèmes nerveux qui ont des années et des années de trauma accumulés à l'intérieur, ces outils chamaniques traditionnels, il y a un passage qui se fait pas parce qu'on a beaucoup de déconnexion du corps, nous, à la base. C'est le principe du trauma, hein, c'est un mécanisme de protection. La dissociation, ouais. Ouais. Et donc, les outils chamaniques qui sont super séduisants pour quand on est déjà dissocié, parce que la dissociation, c'est fuir l'inconfort du corps. Ouais. Le chamanisme, ça nous met en contact avec une réalité super belle. L'esprit des plantes, la vibration des plantes, l'esprit des rochers, des cristaux, des animaux, les forces bienveillantes de la nature. Donc, quand on est dans cet état chamanique, on sent tout ça. Et quand on sort de cet état chamanique, on revient dans notre corps où c'est l'anxiété, l'inconfort, la peur,
la dissociation, qui est pas un état agréable non plus de toute façon. Bah, on a envie de continuer à être dans ces états-là. En fait, on renforce notre dissociation quelque part en évitant. Donc voilà, mon but, ça a été de me dire, j'ai cet outil qui est super puissant, qui est le chamanisme et qui a un potentiel de guérison incroyable. Et en même temps, en tout cas pour moi, je le trouve assez incomplet. Qu'est-ce qui se passerait si j'ajoutais à ça des pratiques qui sont en lien avec la reconnexion au corps, avec la guérison du système nerveux? Et si je mêle ces deux pratiques, qu'est-ce qui se passe? Et je l'ai fait sur moi et ça a été extraordinaire, les résultats. Et ensuite, comme j'étais déjà dans l'accompagnement, j'ai commencé à proposer ça dans mes accompagnements, à ajouter vraiment des pratiques chamaniques informées trauma. Donc, on allait explorer le système nerveux en état élargi de conscience ou en tout cas avec des outils qui sont propres au chamanisme. Et en fait, pour les personnes que j'ai accompagnées, c'était aussi des résultats extraordinaires. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à créer cette méthode du chamanisme intégratif qui allie les deux et quoi, qui a un impact qui est très beau. Mmh. Ouais. Mmh. Comment tu présentes le chamanisme pour ce que j'aime bien sur ton compte, tu vulgarises beaucoup, tu rends les choses accessibles. En tout cas, c'est ma perception. Comment, tu bascules pas de ce côté chaman, qui fait penser à, je sais pas à quoi ça fait penser, peut-être à charlatanisme des fois ou des choses comme ça, mais comment tu essaies de le vulgariser et montrer ce que c'est réellement. Merci pour cette question, parce que ça, c'est un de mes trucs aussi, le plus de vulgariser le chamanisme, enfin, de réexpliquer ce qu'est vraiment le chamanisme. On a l'impression que c'est quelque chose d'ésotérique qui va partir Ouais. Alors, le mot, j'aime bien commencer par expliquer le mot chaman. Le mot chaman, c'est un mot qui vient du peuple Tungus en Sibérie. C'est les anthropologues qui ont étudié ce peuple, et dans ce peuple-là, ils avaient dans leur vocabulaire ce mot chaman, qui veut dire celui ou celle qui peut voir dans le noir. Donc en fait, ils utilisaient ce terme-là pour décrire les personnes de leur tribu qui avaient cette capacité à percevoir au-delà de la réalité quotidienne, au-delà de ce qu'on peut voir avec les yeux. Celui ou celle qui peut voir dans le noir. Et c'est arrivé assez tard dans l'histoire de l'humanité où les anthropologues ont commencé à explorer cette culture-là. Et donc, ils se sont dit, tiens, en fait, ça, c'est pas la première fois qu'on voit des personnes dans des cultures qui ont ces capacités-là. On va prendre ce mot chaman, parce que jusque-là, c'était démon ou serviteur du diable, parce que c'était très catholicisé, l'anthropologie. On observait ces pratiques avec l'œil très de la religion catholique. Et donc à cette époque-là où ils sont allés voir le peuple Tungus, il y avait un peu plus d'ouverture déjà, un peu plus de neutralité. Donc ils se sont dit, ce mot, on va l'utiliser pour décrire toutes les autres personnes dans toutes les traditions qui ont cette capacité à interagir avec les réalités invisibles. Et donc c'est comme ça que le mot chaman du peuple Tungus, il s'est transformé pour toutes les traditions où il y avait ces personnes avec des capacités spéciales, les hommes, les femmes de médecine. Donc déjà, à la base, le mot chaman, c'est un mot, oui, qui vient d'une culture, mais qui décrit un concept que les anthropologues avaient constaté dans plein d'endroits différents dans le monde. Donc il y a vraiment déjà quelque chose d'universel dans le chamanisme, parce qu'on retrouve des personnes avec ces capacités-là absolument partout. Et même nous, dans nos cultures, on avait des personnes qui étaient capables de voir dans le noir. Les druides, les druidesses avaient ces capacités-là. Et on a peu d'informations parce que c'était une tradition orale, mais quand même il y a des traces qui montraient que les druides avaient des rituels spéciaux qui les aidaient à entrer en état altéré de conscience. Et plus que ça aussi, il y a même des preuves que les anthropologues ont commencé à trouver qu'il y avait des pratiques chamaniques déjà à l'époque préhistorique. Donc on a trouvé des peintures rupestres qui montrent très clairement que ces hommes-là avaient déjà des rituels qui altéraient la conscience, avec lesquels on peut tirer des parallèles avec les pratiques chamaniques qu'on peut toujours observer actuellement dans les tribus ancestrales. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose en fait
inhérent au corps humain. Je pense que l'outil chamanique ou cette capacité à interagir avec ce qu'on voit pas avec les yeux, c'est quelque chose qui est propre à l'être humain. Donc c'est pas lié à une culture, c'est pas lié à une religion, c'est simplement une capacité que l'être humain a. Et à la base, c'était un outil pour la survie en fait. Les premiers chamans, les premiers êtres humains qui ont altéré leur état de conscience, ils se servaient de cet outil-là pour savoir quelle plante ils pouvaient manger ou quelle plante ils pouvaient utiliser pour soigner, où est-ce qu'ils pouvaient chasser, etc. C'était vraiment un outil de survie. Qu'est-ce que tu appelles état élargi de conscience? Donc l'état élargi de conscience, c'est l'opposé de l'état de veille. Donc l'état de veille, c'est celui vraiment où on est dans la rationalité, dans la survie, où on a accès simplement à ce qu'on voit avec les yeux, ou à ce qu'on peut penser dans le moment présent. Dans l'état élargi de conscience, notre perception de soi et de ce qui nous entoure s'ouvre beaucoup plus. Et dans cet état-là, en fait, on a accès à beaucoup plus que simplement ce qui est visible ou simplement ce qu'on peut penser à un instant T. C'est un état de grande ouverture, en fait, et de réceptivité. C'est un état où il y a beaucoup plus de recul aussi. En fait, on se détache un petit peu de notre identité, nos blessures, de nos croyances. C'est un état qui nous aide à voir au-delà. Et à travers ce que tu disais tout à l'heure, j'entends aussi, du coup, et c'est ce que j'avais perçu notamment du chamanisme, c'est revenir à de l'autonomie, que chacun en fait peut avoir des réponses pour soi avec ses outils. Exactement, exactement. Pour moi, le chamanisme, c'est la voie de l'autonomie spirituelle et pas que. Parce qu'en fait, effectivement, comme tu viens de le nommer, on a accès à l'information directement. Soit on n'a pas besoin d'intermédiaire, on n'a pas besoin de prêtre, on n'a pas besoin de gourou, on n'a pas besoin de politiciens, d'enseignants. Je pense que c'est d'ailleurs un des facteurs qui a fait que le chamanisme a été autant diabolisé, parce que ça fait peur, l'autonomie. Donc ouais, c'est ça. Ça veut pas dire que c'est un outil qui, tu vois, qui est que tout le monde peut pratiquer comme ça et que il y a quand même c'est quand même une pratique. Et donc comme toute pratique, comme la course à pied, la musique, c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous guide sur le chemin ou d'avoir quelques règles. Et puis c'est surtout super important de mettre de l'énergie dedans et de l'effort pour devenir meilleur à la maîtrise de cet instrument de musique ou de sport. C'est pareil avec le chamanisme, on a besoin de pratique pour maîtriser cette capacité qu'on a. Mais tout le monde peut jouer d'un instrument s'il a envie. Tout le monde peut apprendre à accéder à un état élargi de conscience si elle en a envie. Oui, non, faudrait pas que les gens soient autonomes. Sinon, ils auraient plus peur. Et sur la partie trauma, du coup, comment tu fais le lien, ça m'intéresse. Comment tu fais le lien entre justement ces outils et ces traumas? Tu parles de, et c'est ça que je voulais te poser comme question. Qu'est-ce qui fait que notre société occidentale est plus traumatisée que d'autres sociétés? En fait, le trauma, il devrait pas vraiment exister dans la nature. Dans le monde animal, il n'existe pas. Il y a l'expérience traumatique, l'expérience traumatisante qui existe, donc quelque chose qui va te mettre en mode survie. Mais le corps animal est fait pour sortir lui-même de cet état de survie. Donc la réponse traumatique, la réponse de survie, elle va être produite en réaction à une menace. Que cette menace soit externe, interne, réelle ou pas réelle, mais en tout cas dès qu'il y a quelque chose qui vient mettre notre système en alerte,
notre corps, il vient nous protéger, notre système nerveux vient nous protéger. C'est ce qu'on appelle une réponse traumatique. Donc, en soi, c'est super. C'est vraiment un mécanisme de survie. Et il sait, le corps, normalement, lui-même, descendre de cet état de survie lorsque il sent que la menace est partie. Donc, les animaux, eux, le font très très bien tout seuls. Il y a plein d'observations d'animaux après une réponse traumatique et on voit très très bien comment ils sortent de ça et ils n'ont pas de séquelles. Je pense que il y a plusieurs problématiques qui font que nos sociétés à nous sont des sociétés traumatisées. Donc là où le trauma devient un problème, c'est quand en fait la réponse traumatique elle est bloquée. C'est-à-dire que on est traumatisé, on a un choc et en fait on sort pas de cet état de survie. C'est là en fait où il y a trauma qui vient se cristalliser dans le corps et dans le système nerveux et qui crée des symptômes. Le problème c'est que pour faire ça, il y a besoin d'autorisation. Donc le corps, on a besoin de pouvoir sentir que notre corps, il peut être autorisé à laisser aller, circuler cette énergie de survie. Il y a besoin de se sentir soutenu, et émotionnellement, physiquement. Il y a besoin de présence aussi, surtout quand on est un enfant. En fait, on apprend en tant qu'enfant à sortir de ces états de survie, à décharger l'énergie de survie de nos parents. Les animaux apprennent aussi des adultes comment faire ça. Donc nous, en fait, c'est là où il y a plein de problèmes parce que souvent dans notre société, l'autorisation, elle est pas bienvenue. Quand on sort d'un état de survie, en fait, on le voit chez les animaux, c'est assez impressionnant. On peut avoir des tremblements, ça peut paraître un peu comme une crise d'épilepsie. Il y a besoin de mouvements un peu erratiques. Tout ça, ça a toujours été très mal perçu. Donc très vite, ça a été aussi diabolisé. Donc faire des trucs un peu bizarres comme ça, c'est mal perçu. Donc nous, on est il faut se tenir bien droit, il faut paraître bien. On peut pas. Ouais, c'est ça. Donc déjà, en plus, enfant nous fait sentir que c'est pas sûr de sortir de l'état de survie. Non, parce qu'on est humilié, on reçoit plein de messages qui nous disent non, faut toujours que tu gardes, tu vois, ta droiture, ta droiture, que tu sois bien stable. Donc l'autorisation, très difficile. En plus, on est conditionné pour ne pas le faire par nos parents. Le soutien émotionnel, bien souvent, on l'a pas. Le soutien, on l'a très souvent pas parce qu'en plus, on a des parents qui sont eux-mêmes traumatisés, qui ont du mal à être présents émotionnellement pour nous. Donc ça devient un autre facteur compliqué. Et la modélisation, que nos parents nous montrent comment sortir de l'état de survie, là encore, on l'a pas parce que eux-mêmes n'ont pas appris à le faire. Et je pense qu'à la base, là c'est peut-être un peu plus une théorie qui peut être discutable, mais je pense que pour moi, la base qui fait que on est des sociétés traumatisées, c'est le fait qu'on n'a plus de contact avec la nature. Plus de contact avec la nature, qui a déconnecté aussi le contact avec notre propre nature, notre propre corps, qui a eu ensuite toutes ces conséquences, tu vois. Non-autorisation au mouvement spontané, un peu les choses qui sont un peu plus organiques, erratiques, qui sont en fait nécessaires au corps pour sortir de l'état de survie. Déconnexion avec nos émotions, parce que les émotions, c'est tellement intense, ça peut aussi nous faire paraître un peu fou, un peu... on rentre pas dans les cases, encore une fois non plus. Donc ouais, je pense que la vraie source, elle est là. Est-ce que et par rapport aux animaux, est-ce que c'est le fait aussi qu'on ait une mémoire, tu vois, qu'on se souvienne de certaines choses, qui fait que c'est une interrogation. Je pense pas, non. Ouais. Okay. Je pense que le trauma, il se guérit dans le présent, tu vois. Tu vis l'expérience traumatique et dans l'idéal, ça se décharge direct, quoi. C'est ça. Ouais. Le corps, il est conçu pour ça. Le système nerveux, il est conçu pour ça. S'activer, se désactiver. Il est pas conçu pour ce qu'on leur fait faire à nos systèmes nerveux, qui est il s'active et paf, il y a une énorme énergie de survie. C'est énorme l'énergie de survie d'un trauma. C'est, j'utilise souvent cette image, c'est l'énergie qui donne la force surhumaine à une maman de soulever une voiture à main nue pour protéger un enfant qui se fait écraser par une voiture. C'est l'énergie qui permet à une gazelle de courir à 80 km/h pour fuir un prédateur, alors qu'il y a aucun être vivant qui est capable de courir aussi vite. Et ça, c'est ce qu'on vit dans notre corps dès qu'il y a une expérience choquante, une expérience traumatique.
Donc c'est vraiment une quantité d'énergie colossale. Mais nous, comme on peut pas la faire sortir, l'exprimer, parce qu'on sait pas, on n'a pas la capacité, on n'a pas la modélisation, on a tout ça qui reste bloqué à l'intérieur de nous. Ouais, qui se cristallise, quoi. Ouais. Et ensuite, il y a des couches en plus qui se ramènent parce qu'on continue à être traumatisé. Et du coup, ben voilà. On fait un se gros retrouve oignon. avec, ouais, c'est ça. Et on se retrouve avec tous les symptômes de modernes de nos cultures. C'est tension chronique, musculaire chronique, problèmes digestifs, insomnie, anxiété, dépression. Hein, tout ça, c'est parce qu'on a une énergie énorme accumulée dans notre corps qui a jamais pu sortir et trouver une résolution. Et du coup, même si tu t'as déjà donné des éléments, comment il faudrait faire pour qu'on se décharge de ces traumas, si on devait revenir un peu plus à un état animal, ou alors en tout cas, qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui pour qu'on puisse libérer rapidement ces traumas, pour peut-être pas rajouter justement des couches à l'oignon. Ouais, bah c'est en ça où, si tu veux, le travail sur le système nerveux, il est si important. En fait, la clé maintenant, une fois qu'on en est arrivé là, à l'état traumatisé, c'est c'est toujours la brique, la première pierre à poser en fait sur le chemin de la guérison, c'est de retrouver un sens de sécurité dans le corps. C'est retrouver un peu une base de sécurité qui permet à notre système nerveux de sentir que, ok, cette immense charge là, qui a été trop, qui l'a submergé, qui nous a fait nous dissocier parce qu'on savait pas quoi en faire, le corps savait pas quoi en faire. Bah, là, quand même, on a un peu plus d'espace pour pouvoir revenir dans le corps et pour pouvoir être avec cette charge et laisser le corps faire ce qu'il a à faire avec cette charge, comme le font les animaux. Ça, c'est la version théorique. Donc, ça paraît très, très simple. Mais en fait, c'est un tout petit peu plus complexe que ça, un tout petit peu plus subtil que ça. Et c'est un petit peu aussi un travail d'orfèvre, parce que retrouver la sécurité dans le corps et réouvrir sa capacité nerveuse à traiter cette information traumatique, ça prend du temps. Ça prend de la pratique aussi. Mais ensuite, le corps, il fait très bien le travail. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un travail qui est assez subtil à faire. Le concept est très simple. Dans la réalité, c'est un peu plus complexe. Et voilà, surtout ça, c'est un facteur important à garder en tête. Ça demande du temps parce que on commence à être traumatisé. Ça dépend un peu des visions. Moi, j'ai cette vision-là en tout cas, mais ça peut vraiment commencer avant la naissance, puis dans la naissance, et ensuite, n'en parlons pas, dans le développement de l'enfant, les premières années du développement de l'enfant qui sont des moments critiques. Donc, pour la plupart d'entre nous, tu vois, c'est des années et des années d'accumulation d'énergie de survie. Donc, ouais, c'est un travail de patience. C'est un travail de patience pour défaire tout ça. Ouais, toi, t'arrives à être patient, même toi qui est, comme tu disais en off, qui a investi beaucoup en toi. T'arrives à être frustré encore de temps en temps, peut-être, dans ce chemin. Tellement. Ouais. Tellement de fois où j'en ai marre. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que, mais d'ailleurs, ça fait partie des étapes de la guérison des traumas. Ça s'appelle les rechutes. C'est quand tu te dis, t'as à nouveau des symptômes et tu te dis, tout ce que j'ai fait, ça sert à rien. C'est assez classique, c'est normal. Et puis, en fait, on retrouve suffisamment d'autocompassion pour se dire, allez, on a déjà bien avancé, on va continuer. Et voilà. Et puis d'être bien entouré, ça aide aussi. Et en lien avec le trauma, est-ce que tu peux nous parler de breathwork? Alors moi, j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, et je kiffe. et du coup, je préfère que tu nous en parles toi. Ah, c'est génial que tu parles de ça, parce que c'est vrai que le breathwork, c'est une de mes modalités de résolution de trauma préférée.
En plus, je crois que t'as pratiqué la respiration consciente connectée, hein, toi, hein? Oui. Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Donc c'est la méthode que je pratique. Et ben justement, le breathwork, c'est une super méthode pour amener le corps dans cet état où il va pouvoir faire lui-même la résolution des charges traumatiques. Le breathwork, donc moi je pratique la respiration consciente connectée, qui est une respiration très douce, où on va supprimer la pause entre l'inspire et l'expire. Donc ça paraît tout simple, mais rien que de faire ça, ça va mettre le cerveau dans un état particulier. En fait, on va débrancher un petit peu le cortex préfrontal, donc la partie rationnelle qui analyse, qui découpe, qui contrôle. Et du coup, vu que ça se déconnecte, on a accès beaucoup plus facile à toutes les charges émotionnelles, toutes les charges traumatiques. Et en plus, cette respiration, elle active notre système nerveux parasympathique, donc qui est le système nerveux de la détente, de la relaxation, de la régénération, de la digestion. Donc, elle nous met dans cet état de sécurité, justement, que je disais, qui est la base la plus importante pour pouvoir laisser le corps faire son travail de guérison. Donc, on a le système nerveux parasympathique, le côté analytique qui est plus trop présent. Donc, le corps, il se dit, OK, ça y est, je vais pouvoir enfin permettre à tout ça de circuler. Et donc, c'est vrai que souvent, les gens ont des expériences assez intéressantes où le corps commence à trembler, il y a des émotions qui commencent à venir, les muscles commencent à se contracter. La tétanie. La tétanie, où c'est le corps en fait qui se contracte pour mieux se relâcher. Il y a des grosses mémoires qui partent à travers ce processus. Et ça, c'est justement ce que je disais que les animaux font naturellement. Donc le breathwork, il aide beaucoup à nous mettre dans cet état-là de sauvage un peu. Notre guérison sauvage. Mais en sécurité. Oui. Ouais, et puis au-delà, en tout cas, partager un peu mon expérience. Au-delà de ça, c'est moi ce qui est incroyable, c'est à chaque fois, je pose une intention avant la pratique, et j'ai l'impression, c'est comme si, tu vois, j'imagine un nuage, un ciel un peu gris avec plein de nuages. C'est comme si d'un coup, en fait, ça enlevait tous les nuages et limite, ça m'apporte les informations dont j'ai besoin, comme si ça m'enlevait toutes les peurs que j'ai ou tous les blocages ou toutes les freins que j'ai actuellement, et ça les enlève d'un coup. Et d'un coup, j'ai accès à ce qui me met en joie et ce que j'ai envie de faire, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle. Donc c'est vraiment une pratique assez puissante que je conseille vivement. Ce que tu viens de décrire là, c'est une super belle définition de l'état élargi de conscience. Ouais. Tout à fait. Ouais. Et le breathwork, c'est un super outil pour entrer en état élargi de conscience. Tu parlais d'état sauvage tout à l'heure, t'as parlé de nature aussi. Tu m'avais dit en amont, pour toi, la connexion à la nature, elle a commencé tôt, c'est ça? Tu me disais. Ouais. J'ai eu la chance de naître dans un endroit très sauvage, donc c'est la Haute-Provence, un petit village au milieu des lavandes, et où il y a beaucoup de nature. Et je passais énormément de temps dans la nature. Donc ouais, j'ai toujours eu cette attirance pour la nature. Et très tôt, en fait, aussi, c'était un endroit assez particulier parce que dans les petits villages de Haute-Provence, comme ça, c'est reculé. Il y a toujours une forte présence de rebouteux, guérisseurs, magnétiseurs, etc. Donc on allait souvent, dès qu'on avait des petits soucis de santé, on allait plus chez le rebouteux que chez le docteur. Et donc j'ai eu la chance aussi très tôt, à 7 ans, d'être pris sous l'aile d'une de ces personnes qui, tous les mercredis après l'école. Ouais. Elle m'amenait chez elle, dans son jardin, où on allait dans la nature. Et elle m'apprenait à sentir les énergies des arbres, des pierres, des plantes, comment fonctionnait énergétiquement le corps humain. Donc c'est vrai que je suis tombé très tôt dans cette marmite-là de la connexion à ce qu'on peut pas voir dans le noir. Et tu l'as gardé justement en grandissant, en étant en contact peut-être avec un monde plus citadin, rationnel. Ouais, j'ai toujours, ça a vraiment été une passion brûlante pour moi. Donc même, tu vois, ensuite à 9 ans, j'ai commencé à prendre la radiesthésie.
Donc c'est l'utilisation du pendule. Ouais. J'ai toujours eu une attirance pour tout ça. Et puis, la vie faisait que, tu vois, à 9 ans, il y a quelqu'un qui est arrivé dans ma vie, qui m'a appris à me servir d'un pendule. Donc ça a toujours été une motivation, en fait, en plus de tout le reste. Donc ouais, je l'ai gardé toute ma vie. Jusqu'à même mon travail, tu vois. Après, j'étais ingénieur forestier. Et mon premier travail, c'était en Amérique du Sud, en Amazonie, en Équateur. C'était pas du tout mon intention, hein. J'étais déjà dans le chamanisme, mais j'avais pas du tout, je m'imaginais pas du tout travailler en Amazonie, dans des communautés indigènes. La vie a fait que ça s'est fait comme ça. Mais du coup, c'est vrai que, voilà, je vivais en Amazonie avec des communautés indigènes. Il y avait un chaman dans la communauté. Donc, dès que j'avais l'opportunité de plus travailler, j'allais passer du temps avec le chaman, avec les herboristes de la communauté. Ça, tous mes temps libres, c'était toujours assez focalisé sur tout ça. Et du coup, en tant qu'homme, ça a été quoi de grandir avec cette sensibilité que tu as développée très tôt, j'entends, en tout cas, et que tu as gardée, en fait, que tu as continué de développer, d'entretenir. Ouais. Ça a été une source de souffrance assez importante, hein. Parce que, c'est vrai que, ce petit garçon, déjà, il collait pas trop dans les cases du masculin classique. Tu vois, imagine mon temps libre, je le passais à aller sentir l'énergie des arbres, alors que tous mes autres copains garçons, ils jouaient au foot, ils faisaient tous ces trucs, ils se battaient. Moi, c'était vraiment pas du tout mon truc. Je me sentais totalement déconnecté de ça. Ouais, t'avais des potes garçons ou Quand même, ouais. Ouais. Quand même, ouais. Ça a changé un petit peu à l'adolescence, ça, par contre, hein. J'avais beaucoup moins d'amis hommes après la puberté. Mais c'est vrai que, mais de toute façon, c'est vrai que pour le coup, là, à l'époque, homme ou femme, j'étais, un garçon ou fille, j'avais toujours l'impression d'être un peu en dehors. Ouais. Mais bon, voilà. De toute façon, c'est vrai que en tant que garçon, je me prenais plein de remarques des adultes surtout. Ah ouais. Quant à mes centres d'intérêt. Et ça a été difficile, hein. Ça a été difficile. Parce que moi-même, du coup, je me remettais en question, je comprenais pas. Pourquoi j'étais comme ça. Et avec la vision très très limitée qu'on avait de la masculinité à l'époque, même si on a toujours d'ailleurs une vision très limitée. À l'époque, t'avais deux options, quoi. Soit t'étais un vrai homme, soit t'étais homosexuel. Homosexuel, ouais. Ouais. Et voilà. Et donc homosexuel, t'étais pas un vrai homme. Mais il y avait pas d'option, quoi. Ouais. T'as grandi dans un environnement familial, justement. Toi, t'as eu quelle image peut-être du père? Alors, c'est intéressant parce que mon père donc a beaucoup de critères, voilà, assez classiques des hommes caricaturaux, quoi, qu'on a plus l'habitude de voir. En même temps, c'est quelqu'un de très sensible. Donc c'est vrai que mon père me donnait pas nécessairement une image qui avait quelque chose qui allait pas chez moi. Là où ça a été plus problématique avec mon père, c'est plus sa relation aux émotions et notamment à la colère, à l'agressivité. Donc et puis aussi du coup une absence de connexion émotionnelle avec moi. Donc il y avait personne pour me rassurer et me dire que j'étais bien comme j'étais. Donc il y avait un manque de ce point de vue-là, et en plus une impression, il m'imprimait une image du masculin comme étant quelque chose de super dangereux, à cause de sa colère, son agressivité. Que t'as cette violence, ouais. Comment tu t'es construit ensuite comme peut-être plus en tant que jeune adulte, ce mal-être ou ces frustrations, en tout cas,
peut-être cette place difficile à trouver, ça a continué. Ouais, ça a continué. J'ai toujours senti que il y a quelque chose de pas juste. Ça a été très curieux, hein, parce que ça peut paraître tellement bateau, mais pourtant c'est mon histoire et c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais cette dichotomie entre soit t'es un homme, soit t'es homosexuel, c'était presque quelque part la seule option que j'avais, quoi. Et moi, aucune des deux ne me convenait. Et je savais pas où aller, en fait. Je me disais, mais j'ai pas d'autres modèles d'hommes qui sont comme moi. Et pourtant, les modèles existants, il y en a aucun qui me convienne. Donc, ouais, je me sentais juste tellement perdu et je me suis senti tellement perdu jusqu'à très récemment. Et ce qui m'a aidé, c'est de trouver des espaces pour les hommes. Ça m'a beaucoup aidé. Et ce qui m'a encore plus aidé, c'est la thérapie et le travail sur mes traumas. Ouais. Parce que je me suis aperçu qu'en fait, même dans ma relation à ma masculinité, dans ma relation à ma sexualité, il y avait des choses qui étaient nommées nulle part, en fait. Dans cette vision très noire ou blanche de la masculinité, de la sexualité. Et la thérapie et le travail sur les traumas m'a permis de beaucoup démêler tout ça, ce qui m'a fait comprendre qu'en fait j'allais bien, quoi. Ouais, j'allais pas bien, mais que ce que je vivais, c'était compréhensible et que c'était plus nuancé que les possibilités qu'il y avait. Ouais. Et tu parlais que du coup tu as trouvé des espaces pour les hommes. Qu'est-ce que tu y as trouvé dans ces espaces? Dans les espaces pour les hommes, je pense que ce qui m'a aidé, c'est de retrouver un sens de sécurité dans la connexion à d'autres hommes. Je pense que mon éducation, les hommes autour de moi, la puberté aussi, ou comme je disais tout à l'heure, la puberté, j'ai eu moins de connexion avec des hommes parce que il y avait peut-être beaucoup plus cet esprit de compétition et à nouveau cette sensation que moi j'étais pas normal parce que j'avais peut-être pas les mêmes envies ou les mêmes façons d'être. Donc ça a renforcé aussi des croyances ou des perceptions que mon corps avait aussi, que les autres hommes sont des dangers. Donc je suis pas en sécurité avec d'autres hommes, et aussi que je suis pas en sécurité en étant un homme, quoi. Je peux pas faire confiance à ce que je suis parce que ça fait des dégâts, ça fait mal. Donc dans les espaces avec les hommes, ça a fait du bien de voir que on était tous blessés, que malgré les apparences, même les hommes qui avaient pu m'humilier dans mon adolescence, en fait eux aussi ils étaient blessés et qu'ils se sentaient perdus dans ce que c'était que la masculinité, et que ils étaient peut-être un peu plus doués que moi pour coller au moule. Donc c'était peut-être plus facile, mais qu'ils avaient quand même des blessures très similaires aux miennes. Et puis de sentir aussi que je pouvais être accueilli, je pouvais être soutenu par d'autres hommes dans justement ces blessures. Et comme je viens de le dire, pas me sentir seul dans ce que j'avais expérimenté, comme peur, comme honte, comme toutes les émotions que j'avais pu expérimenter qui a été super dur pour moi et qui me faisait croire que j'étais pas normal, que c'était pas normal pour un homme de ressentir ça, de voir qu'il y en avait plein d'autres et qu'on ressentait presque tous des choses comme ça. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Ouais.
Dans un de tes posts, tu parlais de co-régulation entre hommes. On parlait de trauma, on parlait de système nerveux tout à l'heure, et donc on a besoin de co-régulation notamment. Ouais, je trouvais ça super intéressant de trouver d'avoir besoin en fait on a besoin de cette co-régulation entre hommes, ou en tout cas entre êtres humains, j'imagine. On a besoin de corrégulation, hein, c'est la corrégulation, c'est donc quand notre système nerveux, il se syntonise avec le système nerveux d'une autre personne vers un état de sécurité, de calme, de bien-être. Et donc c'est une façon, la corrégulation, c'est une façon très efficace de réguler son système nerveux. Et la corrégulation avec des hommes, c'est pour beaucoup quelque chose qui est pas évident, parce que ce que moi je viens d'exprimer là par rapport au manque de modèles de masculinité qui soit aussi une masculinité qui peut être sécurisante, réconfortante, qui nous fait nous sentir bien, qui nous fait nous sentir qu'on reçoit de la bienveillance, de l'empathie. C'est peu fréquent. Donc, de trouver des modèles comme ça, d'hommes qui nous co-régulent, c'est super guérisseur pour les parts de nous qui n'ont jamais eu ça dans leur vie. Le fait que t'en parles, ça me fait penser aussi à... C'est bien, ça me remet dans cette belle énergie aussi de proposer des cercles mixtes, en fait, parce que je sens qu'il y a effectivement quelque chose qui se passe à ce niveau-là, ne serait-ce que d'être dans une présence de sécurité, de confiance, que ce soit entre hommes ou entre hommes et femmes. Ça amène de la co-régulation, et qui est quelque chose que tu prends et que t'emportes après dans l'espace public, et qui change des perceptions. Donc, je pense qu'effectivement, c'est ça, en tout cas la co-régulation peut-être apporte une compréhension de pourquoi ces espaces-là peuvent être importants, quoi. Bien sûr, ouais. Et puis ça vient guérir quelque chose de très profond, hein. Ça vient guérir quelque chose de très profond qui remonte à loin, notre relation à l'homme, hein. Ce que Jung appelait l'animus. Écoute, t'as du mal avec la compétition? Non. Non. Plus maintenant. Plus maintenant. Plus maintenant. Mais je pense que c'était quelque chose avec lequel j'étais pas à l'aise à la puberté. Cette notion de compétition. Mais ça venait surtout, je pense, tu vois, du fait d'être traumatisé par la violence et l'agressivité. Il y avait un truc aussi, enfin déjà de toute façon d'être dissocié, anxieux quand t'es ado, déclenché en plus par des notions d'agressivité. Tu vois, moi en fait, ne serait-ce qu'un jeu sportif où ça devenait un peu agressif, même si c'était dans le jeu, ça suffisait pour me mettre en crise d'angoisse et en dissociation totale. Donc j'étais ce qu'on appelle un système nerveux en figement, c'est-à-dire qu'en fait j'étais comme tétanisé, tu vois. Et j'avais pas d'outil de compréhension, je savais pas ce que c'était le système nerveux, je connaissais pas les réponses traumatiques. Donc ça renforçait mon auto-humiliation, hein, je m'auto-blâmais pour être comme ça, et ça renforçait aussi l'humiliation externe. On se moquait de moi pour être comme ça, tu vois, c'était pas normal de pas savoir se défendre, de pas vouloir faire ce genre d'activité. Donc finalement je mettais ça sur le dos de la compétition, mais en fait c'était plus parce que j'étais déclenché par quelque chose de plus profond que ça. Et comment tu t'autorises à être plus toi aujourd'hui? Ben en fait, tout ce travail de guérison des traumas, ça a été une vraie déconstruction de ce que je croyais qu'était mon identité. Donc regarder tous les espaces où en fait j'agissais de façon automatique, basée sur une réponse de survie qui se répétait, et défaire ça. Un exemple que je peux donner, c'est il y a une des réponses traumatiques qui est celle en anglais on appelle ça le fawning. En français on traduirait ça par le plaire pour survivre. C'est en fait une réponse normale de survie, hein, où au lieu de
Donc, il y en a 4 de réponses de survie. T'as le fight, le combat, le flight, la fuite. Donc, le combat, c'est quand on va se battre contre la menace pour qu'elle soit plus une menace. La fuite, c'est quand on va partir pour essayer de s'extraire de la menace. Le figement, freeze, c'est ce que je viens d'écrire, c'est quand on va s'immobiliser, comme pour être comme un mort, plus respirer, plus faire de bruit, en espérant que la menace ne voit plus. Et aussi pour se préparer à l'éventuel danger de mourir, et donc être tétanisé pour plus ressentir la douleur. Et la 4e, c'est le phoning, le plaire pour survivre. Donc on va essayer de séduire la menace, l'apaiser par la séduction, en lui faisant plaisir pour qu'elle s'apaise et qu'elle soit calme et que du coup elle ne soit plus une menace envers nous. Donc moi je m'étais beaucoup développé avec cette réponse traumatique du plaire pour survivre. C'est-à-dire que quand on a cette réponse traumatique-là, on n'est plus du tout en contact avec nos besoins, on apprend à tellement ressentir, à être tellement sensible aux besoins de l'autre pour les anticiper et s'aligner avec le plus rapidement possible pour être sûr qu'il n'y ait pas de vague. Donc mon chemin de guérison, ça a été une déconstruction de ça, tu vois, de voir dans tous ces espaces où je pouvais pas poser de limites parce que je savais pas ce que c'était, parce que justement pour moi c'était pas sûr de poser des limites, et donc j'avais appris plutôt à me fusionner aux limites de l'autre. Pareil pour mes besoins, fusionner avec les besoins de l'autre. Donc tout ce travail de déconstruction, et de réapprentissage, sentir mes besoins, quels sont mes besoins à moi, quelle est mon identité à moi, quelles sont mes envies à moi, quelles sont mes limites à moi. Et ça peut paraître répétitif, mais ça vient de retrouver de la sécurité intérieure, et puis de développer de la conscience dans les espaces où en fait on est dans cette réponse-là, dans ces réponses-là qui nous font agir automatiquement malgré notre vraie vérité, malgré ma vraie vérité. Donc c'est là où j'apprends à naviguer tout ça et à changer le script quand je peux. J'arrive pas toujours, mais j'essaie de plus en plus de le faire. Ouais, ça me fait penser à un de tes posts où tu parlais de trauma et finalement, on peut pas comparer les traumas, non? Est-ce que c'est est-ce que ça ne pourrait pas nous amener un peu plus, j'ai envie de dire, d'humanité, le fait de se dire, on a tous des traumas, on a tous notre façon de les vivre, et ouais, tu disais, ouais, on peut pas les comparer. Ah non, absolument pas. Et ça, ça fait partie des choses qui sont super importantes pour moi de diffuser. C'est moi, tu vois, je suis pas quelqu'un qui a été traumatisé. J'ai pas vécu de gros traumas. J'ai pas vécu d'abus sexuels. J'ai pas vécu d'accidents, de drames. Tu vois, des choses catastrophiques. Et souvent, on a l'impression que le trauma, c'est ça, c'est un trauma d'événement violent, quelque chose qui est traçable chronologiquement dans le temps. Et donc, bien souvent, moi, en tout cas, c'était mon expérience et l'expérience de beaucoup de personnes que j'accompagne, hein. On s'auto-invalide et on minimise notre mal-être parce qu'on se dit, mais attends, mais moi, ce que j'ai vécu, c'est rien par rapport à ce qu'ont vécu des personnes qui ont perdu des êtres chers très tôt, ou qui ont reçu des abus sexuels, etc. Et c'est vrai que c'est terrible, hein. C'est vraiment, moi, c'est pas, mon message, c'est pas de minimiser ça non plus. C'est d'aussi voir que le trauma, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus que ce qu'on appelle le trauma d'événement. Le trauma, comme je disais en tout début, c'est tout ce qui nous submerge, tout ce qui est trop. Et une expérience émotionnelle très intense, ça peut être trop et ça suffit à créer du trauma. Une peur qu'on va recevoir très longtemps dans notre enfance parce que on a un parent agressif et violent, c'est largement suffisant pour créer un trauma aussi puissant que un trauma d'événement. L'humiliation qu'on va recevoir tout au long de notre vie, de notre enfance, c'est beaucoup plus que suffisant pour créer une charge traumatique aussi intense qu'un accident dramatique.
Et c'est encore plus complexe parce que comme c'est un réseau d'événements qui sont arrivés dans notre vie de façon répétitive, mais aussi aléatoire et à plein d'endroits différents, c'est encore plus difficile de s'orienter vers, tiens, à tel âge, il s'est passé ça. Et de se dire, OK, je fais un travail sur cet événement-là. Sur ce genre de trauma qu'on appelle le trauma complexe, euh, on n'a pas vraiment un événement sur lequel se raccrocher. C'est tout un réseau de plein de choses qui nous sont arrivées tout au long de notre vie et qui ont les mêmes conséquences physiologiques et psychologiques que les traumas avec un grand T, les traumas d'événements. Mm. Ouais, je trouve ça très intéressant et je pense que c'est effectivement un message qui devrait être plus diffusé et puis ça m'amène à la vulnérabilité. Ça aussi d'en parler, je trouve. C'est se rendre vulnérable. Ça a été quoi toi ta relation à la vulnérabilité en tant qu'homme? Ah ouais, ça a été tout un apprentissage parce que c'est vrai que je savais pas ce que ça voulait dire. Hein. Je savais pas ce que ça voulait dire déjà je me suis aperçu que je savais pas ce que ça voulait dire de sentir que j'allais pas bien. La douleur de l'humiliation par exemple, je savais pas ce que c'était. Je pensais que c'était normal en fait ou que on n'en parlait pas quoi. Donc ouais, j'étais pas du tout vulnérable parce que je savais pas ce que ça voulait dire. On n'a jamais modélisé non plus. Je l'avais pas appris. Ça a commencé à venir à moi la vulnérabilité, dans des espaces thérapeutiques, dans les premières thérapies que j'ai commencé à faire. Ouais, c'est comme ça que j'ai commencé à sentir le pouvoir de la vulnérabilité et à quel point c'est vraiment un des outils les plus précieux, les plus importants pour guérir le trauma. De parler, de le relâcher, de le sortir de soi. Déjà de faire ce travail de se connecter à son expérience intérieure et de mettre un mot dessus, c'est très guérisseur. Mais ce qui est encore plus guérisseur d'un point de vue traumatique, c'est d'être reçu par quelqu'un qui nous écoute et qui réagit pas de façon menaçante. Sentir que mon expérience intérieure, elle est entendue et reçue. Pour les parts de nous qui se sont jamais sentis en sécurité de pouvoir faire ça, c'est immense. Parce que ces moments où on s'est retrouvé seul avec nos peurs, nos hontes d'enfants, ça nous a aussi appris au niveau animal, dans notre système, dans notre cerveau ancien, dans notre système nerveux, que l'autre était un danger. Donc, en plus du trauma de l'expérience en elle-même, il y a une couche de trauma qui se rajoute, qui est un trauma relationnel. L'autre est un danger, je suis pas en sécurité autour de l'autre. Quand je suis authentique, quand je suis pleinement moi-même, c'est du danger. Donc la vulnérabilité, les pratiques de vulnérabilité dans des espaces sûrs, elles guérissent non seulement des couches de trauma anciennes, mais elles guérissent aussi le trauma relationnel. Donc c'est fabuleux comme outil qu'on peut le vivre. Espace de lien, de parole. Et comment c'est aujourd'hui, toi, d'être homme et d'être dans ce milieu de l'accompagnement spirituel, développement personnel, etc., etc. Comment c'est pour toi? Ouais, il y a tellement de choses à dire par rapport à ça. Il y a plein de choses à dire. Il y a le fait que je suis assez heureux, tu vois, d'être un homme qui parle de ça, qui communique autour de ça, parce que ouais, il y en a pas beaucoup. C'est vrai que j'ai surtout été accompagné par des femmes. Dans les personnes qui semblent être intéressées par ça, il y a surtout des femmes. Donc bon, il y a ce côté-là, je me dis c'est chouette aussi de
montrer que des hommes aussi peuvent faire ce travail-là et accompagner dans ça. Longtemps, j'ai eu du mal en tant qu'homme dans l'accompagnement, dans ce travail-là, de me sentir légitime d'accompagner des femmes, par exemple. Et ça vient aussi de mes perceptions de l'homme, voilà, qui abuse, qui ne met pas en sécurité les femmes. Et en fait, ça a guéri quelque chose en moi aussi de sentir que il y a. Donc en général, je renvoyais tout le temps les femmes vers d'autres femmes thérapeutes quand on faisait des travaux sur les traumas. Et puis en fait, beaucoup m'ont dit non, justement c'est ça qui est super guérisseur, c'est de voir qu'on peut aussi être reçu par un homme dans la sécurité. Donc ça, je me sens du coup très très honoré par ça. Et puis il y a une dernière couche qui est de me dire mais où sont les hommes? Parce que on en parlait tout à l'heure, il y a quelques hommes qui me suivent, il y a quelques hommes qui participent aux événements que j'organise, mais c'est une fraction infime par rapport aux femmes. Je crois que sur Instagram, j'ai 90% de femmes qui me suivent pour 10% d'hommes. C'est et énorme. ouais, c'est vraiment un facteur de surprise, ça. Oui. On va parler en off, cette autorisation. Et avec 2 acolytes, tu vas organiser une retraite homme. Est-ce que tu veux bien nous en parler? D'où c'est parti? J'imagine de tout ce que tu viens de nous partager en partie. Ouais, j'ai toujours senti cet appel de travailler avec les hommes, sans jamais vraiment passer à l'acte. Et puis Thomas Recourt, qui est un homme formidable que j'aime beaucoup, m'a contacté pour me proposer. Il me dit moi aussi j'ai l'impulsion de faire un travail avec les hommes et j'aimerais bien qu'on fasse une retraite ensemble. Et c'est parti de là. Et Christopher, qui est la troisième personne, s'est joint à notre groupe. Et ça m'a tout de suite parlé parce qu'on a tous les trois cette approche informé trauma. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué dans les espaces où j'ai pu aller pour travailler sur le thème de masculinité, l'espace autour de travailler avec les hommes. Donc c'était aussi l'idée de créer quelque chose qui soit un peu unique en son genre, avec vraiment ce côté informé trauma. Donc on va explorer plein de thèmes importants de la masculinité, avec vraiment toujours ce grand respect de nos systèmes nerveux, de la prise en compte des réponses traumatiques, de comment fonctionne le système nerveux, pour faire en sorte que voilà, on puisse que les hommes puissent aller explorer toutes ces choses magnifiques et intenses en restant dans leur corps, sans se dissocier, avec le plus de sécurité possible, pour pouvoir faire un beau travail d'intégration et de résolution de ce qui peut être résolu. Donc on a un beau mix aussi de pratiques. Il va y avoir une sorte de mix de pratiques chamaniques et cérémonielles, avec des pratiques plus somatiques sur le corps, sur le système nerveux, et puis des pratiques plus de cohérence de groupe, de communication aussi. Donc ça va être très très complet. On va avoir ce cadre, on va se caler sur les éléments, les 4 éléments, et on va s'inspirer, on va les connecter avec ces éléments pour s'inspirer un petit peu pour laisser ces éléments nous inspirer différents aspects du masculin. Donc ça va être nos guides un petit peu pour reconnecter avec les différents aspects du masculin, et chaque jour il y aura quelque chose de proposé en lien avec la force de ces éléments et ce qu'ils peuvent nous apporter. Donc ça va aller de la sécurité intérieure, la connexion au corps, exploration plus de notre partie sensuelle, sexuelle, aux émotions, notre relation à la connexion aux autres hommes, notre relation aussi à notre force, à notre courage, notre capacité à être avec l'inconfort, et puis aussi la douceur, la vulnérabilité, l'accueil, l'intégration.
Mm. Donc voilà, tout un programme bien complet sur 5 jours. Ah oui, On va 5 être jours. bien guidé par les plantes et par le groupe et par les pratiques. Et quand je dis guidé par les plantes, c'est pas, on va pas prendre de substances psychotropes ou quoi, mais on va travailler justement avec les forces de la nature, avec cette approche chamanique qui m'est propre, et que Thomas et Abibi euh, partagent aussi. Et voilà. Hmm. Joli programme. Hmm. Ouais, je pense que ça va être vraiment très très beau. Hmm. C'est quoi pour toi l'homme d'aujourd'hui ou l'homme de demain? Hmm. Ben, pour moi, ouais, l'homme d'aujourd'hui et l'homme de demain, c'est un homme qui est avant tout à l'écoute de lui-même, à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de lui, qui a développé une relation avec ses émotions et avec son corps. Parce que pour moi, de toute façon, le corps et les émotions, c'est vraiment lié. Hein. Les émotions, elles vivent dans le corps. Et c'est des forces qui sont tellement mal comprises et qui peuvent nous faire agir euh, d'une façon qu'on ne souhaiterait pas forcément, de façon optimale. Donc, si c'est une relation avec ses émotions, apprendre à les naviguer, ça me paraît hyper important pour pas avoir un impact. Moi, ce qui m'importe le plus dans mon travail, c'est de faire en sorte que on crée un monde où le trauma il continue pas d'être transmis. Hmm. Et donc mon rêve pour les hommes d'aujourd'hui et de demain, c'est de de plus créer de trauma autour d'eux, quoi, Hmm. et plus créer de trauma en eux non plus, parce qu'on peut aussi se traumatiser Ouais. et être traumatisé aussi. Ça, c'est important parce que c'est pas que l'homme euh, qui crée du trauma, c'est aussi l'homme qui est traumatisé par son environnement, par les personnes qui entourent et qui les déconnecte de lui-même, de son authenticité, etc., son énergie, qui il est. Mm. Mhm. Oui, je partage. On arrive à la fin. J'aime bien toujours laisser un espace pour un mot, une réflexion, quelque chose peut-être qu'on n'a pas partagé ou que tu aurais envie de partager. Ouais, peut-être ce que j'aimerais bien partager, c'est quand même la puissance de pas être seul. Hmm. Il y a vraiment quelque chose de. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui a toujours été surindépendant, toujours eu ce- cette impression que c'était le Graal de pouvoir tout faire par soi-même, pouvoir tout trouver des solutions par soi-même, de pouvoir tout même par rapport à ce que je viens de partager, par rapport aux émotions, de pouvoir tout traiter mes émotions tout seul et en tirer les leçons, etc. Euh, Vraiment avec le travail avec les hommes, mais je pense que c'est valable pour tout le monde, hein. Mais ça m'a vraiment montré la puissance de pas rester seul et d'avoir des groupes comme ça d'amis, de soutien avec qui on peut avoir des vraies conversations, quoi. Parler de notre météo intérieure, parler de ce qui se passe dans nos vies et d'être écouté vraiment, tu vois, d'avoir des espaces d'écoute et puis d'écouter vraiment quelqu'un aussi. Euh, il y a vraiment il y a vraiment quelque chose de puissant dans le retour à ça, le retour à au soutien du groupe, d'être ensemble, et puis de sentir qu'on est plus seul et qu'on n'a pas, enfin qu'on n'est pas tout le temps seul en tout cas, et qu'on peut compter sur le soutien de quelqu'un pour nous aider à voir plus clairement certaines choses et à nous aider aussi à naviguer certaines choses qui sont compliquées pour nous. Ouais, ça je pense c'est quelque chose qui est très très vivant en moi maintenant et je me dis ouais, restez pas seuls les hommes. Trouvez des hommes avec qui vous pouvez être bien et passer des moments. Ça n'a pas besoin d'être dingue, mais juste se retrouver régulièrement. Moi, je sais que j'ai mis ça en place, tu vois, de toutes les semaines avec un copain, on s'appelle pendant 1 heure et on a un espace d'écoute
Et puis j'ai de plus en plus d'amis hommes avec qui on se fait des sessions, des petites vacances ensemble que entre nous. Des espaces comme j'ai avec Thomas et Habibi où on peut discuter de tout. Qu'est-ce que ça fait du bien. En tout cas, moi, ça me fait énormément de bien. Quelqu'un qui, comme j'ai dit, a toujours été presque tout seul et a voulu être un peu trop indépendant. Eh bien, merci pour ces mots. Et merci pour ta sensibilité et pour tes partages. C'est précieux. Avec joie. Merci à toi pour cet espace et pour cette voix que tu portes avec ton travail. C'est un plaisir. C'est un vrai plaisir. En tout cas, c'était chouette de t'avoir et que tu nous partages un bout de toi. Et puis, écoute, oui, je remettrai un lien, les liens vers ton site, vers ton Instagram, vers la retraite. Juste, tu peux nous rappeler quand c'est, où c'est, quoi c'est? Ouais, elle a lieu du 5 au 10 juillet au domaine des éveils. Donc, c'est un magnifique domaine dans le Jura avec de très, très beaux espaces. Donc voilà, il nous reste encore des places pour les inscriptions et ouais, ça va être un super beau moment. Tac. Et Guillaume, je te souhaite une bonne fin de journée en Irlande, puisque c'est ça, tu habites en Irlande. Yes. Galway. Et ouais. J'imagine tout de suite le verre. C'est le truc qui me vient direct. Tellement. Et puis, moi, je te dis au plaisir. Ouais, merci Loïc. Merci beaucoup pour ce moment. Merci à toi. Belle journée. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.